Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour Romain Vidal, cofondateur de Teampact Ventures. Bonjour Armelle, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Romain, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique, de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui ? Avec plaisir. Moi, j'ai un parcours assez peu linéaire. Au début, je rêvais d'être pilote de ligne. Du coup, j'ai été faire maths sup et SP parce que maths sup permettait de rentrer au concours de l'ENAC en particulier et des cadets Air France. J'ai pas réussi. Du coup, je me suis réorienté vers une école de commerce qui s'appelle l'EDEC, à laquelle j'ai pas été énormément parce qu'en fait j'ai monté une boîte pendant mes études à l'EDEC dans l'affiliation sur internet et j'ai eu beaucoup de chance avec ça puisque j'ai fait ça un peu soir et week-end pendant mes études, mais ça m'a quand même généré près de 3 millions de chiffre d'affaires en 3 ans. Parce que j'étais premier sur Google en fait et c'était un peu j'ai trouvé cette niche là. Du coup, ça m'a donné pas mal de latitude pour la suite parce que ça m'a donné un peu de confort financier puis ça m'a donné de l'expérience dans l'entrepreneuriat. En parallèle de ça, je suis passé un peu comme tout le monde à la sortie d'école de commerce par la banque d'investissement. Donc moi, j'étais chez Natixis, je faisais du sell-side equity dans le secteur des semi-conducteurs. C'était très intéressant, mais j'avoue que moi, le monde du côté, pas forcément, enfin des boîtes côté, donc la bourse, pas forcément ce qui m'excite le plus parce qu'on n'a pas forcément de contact avec la réalité du terrain. On est juste nourri d'informations et puis on essaye d'en tirer des directions. Donc, j'ai pas hyper accroché. Et surtout, je suis tombé amoureux d'un monde que j'ai découvert à peu près à cette période-là, qui est le monde du capital risque. Donc les fonds qui investissent dans l'innovation assez tôt, avec essentiellement une composante humaine. Du coup, le pari sur des équipes qui essayent de changer le monde idéalement. Et j'ai découvert ça. Je suis tombé amoureux. Et j'ai eu la chance de rejoindre en tant que un peu dernier cofondateur un fonds qui s'appelle Caphorn en 2010 du coup à la création et avec Caphorn on a levé près de 200 millions d'euros, fait une cinquantaine d'investissements dont une quinzaine moi personnellement, avec une spécialité sur tout ce qui touche au B2B, ou plutôt vente de software aux grandes entreprises. Caphorn ça a duré 11 ans pour moi. Caphorn a fusionné avec un autre groupe beaucoup plus gros qui s'appelle Anaxago. Et moi, au moment de cette revente, j'avais commencé depuis déjà presque 2 ans à travailler avec quelqu'un dont on parlera plus, je pense ensuite, qui s'appelle Benjamin Kayser, sur un projet d'un fonds avec un ADN très différent de ce qui existait, ce qui existe encore aujourd'hui dans le monde du VC. Que je vais détailler juste après. Et donc, cette vente, cette fusion, donc cette vente de mes parts de Caphorn à ce moment-là, a été le déclencheur de l'aventure Teampact, sur laquelle on est à fond depuis plus de 2 ans maintenant.
avec une équipe de 7 associés. Est-ce que tu peux nous parler de la thèse d'investissement de Teampact Venture? Donc déjà, ça va paraître extrêmement bête peut-être, mais ma motivation principale, c'est mes enfants. Moi, je suis papa de 2 enfants de 5 et 6 ans depuis 2017 et 2018. Bon, c'était un but depuis toujours moi dans ma vie, et puis ça a changé ma vie en termes de priorité. Je pense comme beaucoup d'autres gens, mais à un point où pour moi c'est à travers ça que je prends toutes mes décisions. Et donc quand il s'agissait d'entreprendre, de créer quelque chose de nouveau, ma réflexion a été centrée principalement autour de ça. Et moi, mon obsession, c'est si je peux apporter ce que je sais faire, moi, c'est investir et entreprendre. Et si je peux apporter quelque chose dans le monde qui soit bénéfique pour mes enfants et puis du coup ceux des autres, c'est de financer plus de boîtes chez qui je serais content qu'ils travaillent. Alors dans un monde idéal, si je peux vraiment choisir, mais j'ai pas envie de leur dire quoi faire, mais j'aimerais qu'ils entreprennent. Mais s'ils sont employés, je voudrais qu'il y a une certaine typologie d'entreprise chez qui j'aimerais bien, que je serais content pour eux qu'ils travaillent dans ces environnements-là. Et cet environnement, pour moi, il se définit de manière assez basique. La composante principale, c'est la chaleur humaine, le fait de vraiment apprécier, si on est un dirigeant, apprécier ses employés et essayer de faire le mieux pour eux. Et puis d'un point de vue employé, c'est de travailler pour des gens qui sont honnêtes, sains. Pour moi, c'est l'archétype d'un dirigeant sain. C'est celui qui est là pour faire briller ses employés plutôt que se faire briller lui-même. Et ça n'empêche pas d'être extrêmement ambitieux, extrêmement exigeant, extrêmement plein de choses. Mais il y a une logique d'anti-égoïsme qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Et les 2 autres composantes essentielles pour moi sont assez liées à ça, finalement. Mais il y en a une qui est... je pense qu'on est heureux quand on s'attaque à des choses importantes. Si on travaille toute sa vie sur des choses futiles, je suis pas sûr qu'on en tire beaucoup de bonheur en finalité. Et donc, dans un monde idéal, tout le monde devrait bosser sur des sujets qui sont clés pour la société. Donc en ce moment, on le voit évidemment énormément avec le climat, la santé, l'éducation, toutes les choses qui en fait font que notre société évolue, beaucoup plus que d'autres sujets infiniment plus futiles. Je sais pas, on a eu toute une phase NFT. Voilà, ça typiquement c'est pas forcément les choses qui m'intéressent moi, et je suis pas sûr que on trouve beaucoup de sens et donc beaucoup de bonheur à travailler sur certains sujets moins importants pour la société. Ça, c'est la deuxième composante. Et la dernière composante, c'est l'ambition. Je pense qu'on est heureux dans la vie quand on s'attaque à des faces nord plutôt que aux chemins les plus faciles. Et du coup, je pense que l'ambition est absolument essentielle, et que quitte à faire un truc, autant essayer de faire un truc qui va être très gros, très significatif, qui va avoir un impact important sur le monde en termes de taille, et non pas que de sujet. Donc la thèse de Teampact, finalement, c'est assez directement corrélé à ça. Mais pour ça, on a développé un certain nombre de briques qui sont essentielles à notre activité et qui sont extrêmement différenciantes. Et certaines personnes dans l'équipe sont vraiment porteuses de ces briques de différenciation. La première, c'est on appelle ça score. En fait, c'est un outil d'analyse interne dont le but est de mesurer la capacité actuelle et future d'une entreprise à attirer, retenir et faire grandir les meilleurs talents. Donc je vais pas rentrer dans un détail trop granulaire, mais ça repose sur 2 jambes, une jambe qui est plutôt qualitative et l'autre qui est plutôt quantitative. Donc le quantitatif, c'est une approche data, donc on va essayer de récupérer toutes les datas possibles pour identifier la capacité d'une entreprise à attirer, retenir et faire grandir les gens. Et c'est énormément de critères, c'est c'est Sarah Jalot chez nous qui pilote ça, qui est une ancienne de l'équipe de France d'escrime, et puis qui ensuite a fait HEC, Polytechnique et Normale Supérieure, et qui donc a une approche extrêmement data de ce sujet. Puis la deuxième composante, c'est une approche qualitative, et je pense que on est un des seuls fonds de VC qui parle systématiquement aux employés d'une entreprise, et idéalement à toute la hiérarchie, de haut en bas, et non pas que à des dirigeants ou à des C-level. Et ce qu'on veut, c'est vérifier sur le terrain, effectivement, que les gens sont dans des conditions optimales. Et encore une fois, on n'est pas à la recherche de seulement le bien-être. On est à la recherche de toutes les composantes que j'ai exprimées avant, qui sont effectivement
l'ambition, l'exigence, l'épanouissement. Enfin, tout ça est un tout pour nous. C'est pas juste vérifier que les gens considèrent être traités. Enfin, il y a un côté un peu bisounours, qui est pas forcément notre axe, parce que je pense pas que ce côté bisounours soit corrélé directement au bonheur des gens. En tout cas, pas à moyen et long terme. Mais ça n'empêche pas d'être chaleureux et d'aimer les gens. Donc ça, c'est une première brique qui est absolument essentielle, qui est pré-investissement et où vraiment ça compte énormément pour nous d'avoir ce score pour décider si on investit dans une entreprise ou pas. La deuxième composante, qui est pas là pour le coup de la R&D, qui est un choix de personne, c'est qu'on investit que dans des boîtes. Alors depuis quelques jours, j'ai envie de dire activiste plutôt qu'impact, parce qu'impact, malheureusement, des fois, ça peut être utilisé un peu à tort et à travers. Activiste, je trouve que c'est bien parce que ça veut dire qu'ils adressent des sujets clés et qui sont ambitieux et un peu acharnés. Et donc nous on a, moi je couvre un peu toute la dimension santé et Basile Aguet, le troisième cofondateur, couvre toute la dimension climat avec des thèses assez pas clivantes mais en tout cas engagées. Et la troisième brique, et sûrement celle qui est la plus visible et la plus déterminante pour le futur, c'est Benjamin Kayser du coup qui la pilote. Là, il s'agit en fait d'aller chercher le meilleur du sport de haut niveau et de l'apporter dans ces entreprises. Sachant que pour nous, ce qu'il y a de meilleur dans le sport de haut niveau, c'est vraiment l'avance que le sport a sur le business en termes de performance individuelle et de performance collective. Et donc, sans rentrer dans le détail, effectivement, c'est les deux axes qui nous paraissent absolument essentiels à faire progresser dans le monde du business, en particulier des startups, dans l'innovation et en particulier sur les boîtes qui adressent des sujets importants qu'on aimerait voir réussir. C'est avoir des dirigeants qui sont infiniment plus efficaces. Et ça, le sport de haut niveau, évidemment, a beaucoup optimisé cette partie performance individuelle. Et puis des équipes qui s'inspirent peut-être plus de certaines équipes de sport de haut niveau qu'on connaît tous et qui ont réussi à gagner au plus haut niveau mondial, mais surtout dans la durée, sur plusieurs générations, avec une vraie logique de transmission intergénérationnelle, avec une vraie logique de but supérieur, de pas être là pour faire un coup, d'être là pour vraiment impacter dans la durée. Et ça, les All Blacks, les Spurs, l'équipe de France de hand, et j'espère plein d'autres équipes de France. Là, le rugby, malheureusement, a un petit coup derrière la nuque récemment, mais je pense que c'est une équipe qui est partie pour faire de très grandes choses, parce que justement, ils ont ces trois éléments que je parlais de chaleur humaine, de fraternité, d'ambition et de vouloir vraiment aller gagner au plus haut niveau. Comment t'as eu l'idée comment vous avez eu ensemble l'idée d'intégrer cette verticale qui est si singulière et là où beaucoup de fonds agnostiques vont dire que le sport c'est pas suffisamment gros pour pouvoir créer une verticale. Alors, j'ai peut-être pas été clair. On n'investit pas dans le sport. On investit dans l'impact. Oui, dans l'impact auprès des sportifs de haut niveau. On utilise les sportifs de haut niveau à travers la compétence qu'ils ont développée dans leur carrière, qui est une compétence people. On les utilise auprès d'entreprises qui sont dans tous les domaines de l'impact pour les aider à être plus performants sur ce plan people. Mais il n'y a pas d'objectif d'investir dans les sujets sportifs. Le sport peut être un des outils qui peut être utilisé en interne dans une entreprise pour créer de la cohésion, du sentiment d'appartenance, mais c'est quasi anecdotique. Le sujet, c'est vraiment un sujet d'être plus performant en tant qu'équipe et que dirigeant. Ça, c'est pas un sujet sportif, c'est un sujet global de performance individuelle et collective. Du coup, je t'ai pas posé la question au tout début, mais comment fonctionne un fonds comme le vôtre? Est-ce que vous êtes en club deal? Est-ce que vous êtes en evergreen? Comment ça tourne? Nous, on a fait un choix stratégique qui consiste à faire la preuve, espèce de proof of concept en fait, de notre stratégie avec du club deal. Donc pendant 1 an, on a fait effectivement du club deal. On a déployé une dizaine de millions d'euros sur une quinzaine de boîtes. En France et à l'étranger, du seed au pré-IPO, parce que ce qu'on voulait, c'était vraiment utiliser cet outil de SPV qui est très flexible et facile à créer, à l'inverse d'un fonds, pour faire ces preuves et se faciliter la vie, idéalement ensuite dans le fundraising. Donc on a été
plus large que ce qu'on va faire avec le fonds. On a été en termes de stade d'investissement. Parce que ce qu'on voulait prouver, c'était qu'on était capable d'être attractif pour les meilleurs entrepreneurs. Et les meilleurs entrepreneurs, ceux les plus convoités, pour certains maintenant sont late stage. Donc Alan est un bon exemple, Jean-Charles Samuelian, une des boîtes les mieux valorisées en France et surtout avec une croissance phénoménale. Et sur des sujets absolument proches de nos cœurs, de santé, récemment encore plus de santé mentale. Donc ça, c'était important pour nous de pouvoir prouver qu'on était capable d'être attractif pour un entrepreneur comme celui-là, d'être attractif pour les co-investisseurs aussi, que notre valeur ajoutée, que notre spécialité, que notre verticalité sur cette partie people était quelque chose d'intéressant pour les autres VC à ajouter autour de la table. Prouver qu'on était capable aussi sur d'autres deals d'investir pas qu'en France, on investit en Allemagne, au UK, aux US, en co-investissant avec des fonds mondiaux. Aujourd'hui, on est co-investisseur avec des fonds comme Index, Balderton, Lower Carbon, USV, Mosaic, vraiment des très grands noms du VC. Et on voulait prouver qu'on était capable de se faire une place aux côtés de ces gens-là. Dans la majorité des cas, on voulait aussi prouver qu'on était capable de négocier des conditions attractives, parce que c'est bien d'être investisseur, mais c'est mieux d'être investisseur dans une position où on a plus de potentiel de gagner beaucoup d'argent. Et donc, parfois, certaines boîtes ont pu être dans les dernières années un peu survalorisées. Donc, nous, on voulait prouver qu'on était capable de se faire une place, mais aussi à des conditions intéressantes. Donc, on a utilisé le SPV pendant 1 an pour faire ça. Et depuis un peu avant l'été, on a mis sur pause la grande majorité de notre activité sur cette logique club deal. Et on a lancé la levée d'un fonds, alors là beaucoup plus institutionnel pour le coup, donc sans rentrer dans les détails techniques, mais voilà, un fonds d'investissement, pas un club deal, pas un club d'investisseurs, la définition la plus simple d'un fonds d'investissement, c'est que c'est l'équipe qui prend la décision d'investir, c'est pas les investisseurs qui prennent la décision d'investir. Et c'est une différence fondamentale quand même aujourd'hui sur le marché, parce que une des lois de la finance, c'est no risk, no reward. Et malheureusement, un des défauts de ces modèles un peu consensuels, où ce sont les investisseurs qui décident d'investir sur telle ou telle entreprise, ça crée une forme de consensus et donc un risque moins élevé. Et s'il y a moins de risque, il y a moins de reward. Donc, quand on fait de l'early stage, c'est important d'avoir conscience des niveaux de risque qu'il faut qu'on prenne. Donc, c'est là où le modèle de fonds est important. Et donc, on a commencé ce fundraising avec un objectif d'une 50aine de millions. Et là, on s'apprête à faire un premier closing, essentiellement avec des investisseurs privés, du coup, sachant que les familles, les institutionnels et les gros institutionnels sont des discussions qui sont engagées depuis un certain temps, mais qui mettent plus de temps à atterrir. Et donc, en fait, c'est un cycle, un peu avec aussi des dominos. On a décidé de faire d'abord un premier closing avec essentiellement des privés, qui ensuite donnera lieu à un deuxième closing plus avec des familles et des petits institutionnels, et enfin un closing final avec un très gros institutionnel, souvent un acteur souverain ou étatique ou continental. Alors toi qui es dans ce processus, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait créer un fonds comme Teampact Ventures? Ça dépend du contexte. Si c'est quelqu'un qui est déjà dans ce métier depuis longtemps, je dirais peut-être d'attendre un peu, parce que nous, on a l'impression de s'en sortir à peu près bien, mais la période est quand même très très compliquée pour lever des fonds. Et on s'accorde à peu près tous à dire dans le métier que c'est le pire qu'on a vu en 15-20 ans. Donc peut-être attendre un peu que les investisseurs retrouvent de l'appétit sur cette classe d'actifs capital risque. Et puis pour des gens qui viendraient pas de là et voudraient lever un fonds, soit d'avoir déjà un parcours d'entrepreneur extrêmement successful pour y aller, soit de finalement peut-être faire ses armes avant d'aller créer un fonds en tant que tel. C'est quand même un métier qui s'apprend sur le terrain, et donc ça me paraîtrait dangereux pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience préalable de se lancer directement dans la création d'un fonds au sens institutionnel. Peut-être un bon début, ça serait justement peut-être un club avec d'autres investisseurs pour faire plutôt en mode business angel, et puis faire ses armes comme ça, et puis
comprendre un peu les arcanes de cette industrie et de ce monde et des dynamiques, des LP, de la réalité de la difficulté du sourcing de deal flow, aussi le temps de construire une marque pour être visible et avoir du deal flow de qualité, parce que les Anglais disent garbage in, garbage out, bah c'est pareil sur le deal flow. Hein. Si tu ne vois que la long tail, c'est rare d'avoir les pépites. Donc ouais, c'est assez générique, mais tout à l'heure, tu nous as parlé un peu des critères d'analyse que vous aviez du scoring chez Team Pack Ventures. Est-ce que tu peux nous parler du processus entre le moment où vous avez un dossier de levée de fonds qui arrive sur votre bureau ou plutôt votre boîte mail et le moment où vous financez ou éventuellement vous refusez? Quelles sont les étapes et combien de temps ça dure en moyenne? C'est extrêmement variable. Alors bon, effectivement, statistiquement, on refuse plus qu'on accepte. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais moi j'aime bien justement aller au plus près des poches d'entrepreneurs pour faire de la pédagogie sur ces sujets-là, pour qu'ils comprennent bien justement la réalité en face. Et puis aussi, c'est un mariage tout ça, donc c'est important quand même de comprendre le métier de l'autre. Faut pas voir les fonds juste comme un chéquier, sinon on se met en danger. Mais le process est extrêmement variable, déjà en fonction des périodes, parce que comme on l'a vu là récemment, dans des périodes très d'enthousiasme exacerbé, les process se réduisent, les choses qui sont analysées sont moins nombreuses, on est plus piloté par ce qu'on appelle le FOMO, donc Fear of Missing Out, qui est un driver extrêmement important dans le monde de l'investissement, puisqu'il y a énormément de risques et d'incertitudes. Donc les gens, quand il y a beaucoup de risques, ont tendance à se retourner vers des choses plus simples, typiquement de suivre quelqu'un d'influent. Si tel grand investisseur investit dans telle boîte, il faut que j'y aille aussi. Qui est un driver qui prend le pas énormément quand les choses sont très hautes. Je sais pas comment dire en français. Que les choses sont que les marchés sont extrêmement actifs, extrêmement enthousiastes, très bullish. Et puis il y a d'autres périodes où c'est l'inverse. Donc la résultante, c'est que c'est très variable, que ça peut prendre. On a des histoires, y compris en France, de gens qui ont fait une proposition à la fin d'un déjeuner. Et puis on a des histoires aussi de boîtes. Et moi, j'en ai aussi de boîtes que j'ai rencontrées. Je pense à un critiseur que j'ai fait en 2016. La première fois que je les ai rencontrés, ça devait être en 2012. Donc c'est un process de 4 ans. Après, est-ce que c'est un process en tant que tel? Je sais pas. C'est juste que moi, j'aime bien avoir eu le temps de connaître les gens, puisque j'investis chez eux. En fait, j'investis sur eux. Donc, c'est mieux si je les ai pas rencontrés il y a 1 heure, je trouve. Donc, dans la mesure du possible, ça, c'est une composante essentielle. Et après, si j'essaye d'être plus spécifique aux choses qu'on va vouloir regarder, je dirais que dans un monde idéal, on voudrait tout regarder. C'est vraiment l'objectif qu'on se fixe en tant qu'investisseur, c'est de regarder tout ce qui est possible de regarder. En anglais, on dit don't leave any stones unturned. Et puis après, on essaye de faire ça dans le respect du temps de l'entrepreneur. On peut pas non plus monopoliser des semaines et des semaines et des mois, parce que sinon on met en danger la boîte. Dans le respect aussi de ce qu'on sait analyser. Et c'est là où effectivement il y a des différences entre certains fonds qui vont regarder certaines choses et d'autres. Typiquement, nous, on va passer beaucoup de temps sur la partie people parce que c'est notre expertise. Un fonds climat va peut-être passer beaucoup plus de temps sur, un fonds pur climat va passer plus de temps sur le calcul de la réduction de tonnes carbone, par exemple. Et puis après, il y a des sujets beaucoup plus généralistes que je pense on regarde tous parce qu'on essaye d'identifier le potentiel d'une boîte à réussir économiquement, qui sont le business model, l'équipe, avec plusieurs axes possibles selon les gens de regarder. Il y a des gens qui sont très qui aiment beaucoup, des gens qui ont déjà monté des boîtes ou des gens qui ont des diplômes très reconnus ou qui ont bossé dans certaines entreprises, et puis d'autres au contraire vont chercher quelque chose de complètement différent. Mais tout le monde va regarder l'équipe, tout le monde va regarder le business model, et là il y en a qui vont chercher certains types de business model et d'autres. Nous typiquement, c'est vrai que on a tendance à aimer des boîtes avec de la croissance, avec des niveaux de marge brute les plus élevés possibles, avec le plus de récurrence possible, parce que pour nous c'est des drivers essentiels de valorisation. Je pense qu'il y a plein d'autres fonds qui regardent ça aussi de cette manière-là, puis d'autres qui regardent d'autres choses parce qu'ils sont peut-être plus spécialisés sur certains business models, donc ils vont regarder les choses. Tu vois, si tu fais du
du consumer, par exemple, bah, tu vas regarder plus des cohortes, des choses comme ça. On va regarder la technologie, mais plus je pense que ça serait se mentir de penser que la technologie est quelque chose qui est vraiment fortement déterminante, parce que quand on regarde des choses très poussées technologiquement, la réalité c'est que ce qu'on va vouloir, c'est surtout que la personne sur laquelle on investit soit la meilleure dans son domaine, et donc on fait confiance. C'est un proxy de la qualité de la technologie. Et puis après, de tout, soit nous, et d'ailleurs selon la phase à laquelle on regarde, avant de faire un chèque, on aura aussi fait toute une série de due diligence, parfois externalisées, souvent externalisées sur le juridique, les contrats, les litiges, etc., etc. Donc au final, on essaye de tout couvrir. Ça prend, comme je l'ai dit, entre un déjeuner si le VC se sent à l'aise à faire une offre sans avoir rien regardé. Mais souvent, il va quand même se passer un mois derrière et il y aura des due diligence plus juridiques pour quand même pas tomber dans un piège de quelqu'un de malhonnête et qui a 10 procès aux fesses, etc., etc. Mais avant de faire une offre, il y aura pas eu de due diligence. Puis plus traditionnellement, je dirais que ça prend en ce moment, ça prend entre 1 et 6 mois d'apprendre à se connaître, de regarder tous ces sujets-là. Pour faire une offre, et puis ensuite encore 1 mois ou 2 pour faire les due diligence plus techniques et juridiques, et puis décaisser l'argent en vrai. Quel conseil est-ce que tu donnerais à des entrepreneurs qui voudraient lever des fonds? Moi, le conseil le plus générique que je peux donner, il est en 2 parties en fait. Il y a une première partie qui est vraiment se poser la question de est-ce que c'est pertinent de lever des fonds. Je trouve qu'on est arrivé dans une période un peu de la faute des médias où c'est devenu un peu dans la tête des gens, si je crée une boîte, je vais lever des fonds. Ça, je pense que c'est une très grosse erreur. Il y a énormément de boîtes qui méritent absolument pas de lever des fonds. C'est même pas qu'elles méritent. C'est pas une histoire de mérite. C'est pas adapté à lever des fonds et ça serait un mal. Ça ferait du mal à la boîte et tout le monde serait malheureux. Il y a un côté un peu lever des fonds VC. C'est un peu comme du kérosène, quoi. Ça marche dans un avion, mais ça marche pas dans une Peugeot diesel. Et si tu mets du kérosène dans ta Peugeot, ça va pas marcher. Et ça veut pas dire qu'une Peugeot c'est moins bien qu'un avion. Ça veut juste dire que c'est 2 choses différentes. Je vais pas prendre l'avion pour aller chez ma grand-mère à midi, quoi. Je vais prendre ma Peugeot. Et pourtant, j'y vais souvent chez ma grand-mère à midi ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est le premier truc, c'est vraiment réfléchir à est-ce que cette activité mérite d'être financée par du VC. Et en fait, il y en a très peu. Voilà. Et puis, même au sein des activités qui peuvent l'être, il y a vraiment une logique c'est du capital qui coûte cher, qui vient avec beaucoup de contraintes. Du coup, il faut l'utiliser à bon escient. Et en général, ça ne marche que dans des cadres où les entrepreneurs sont un peu binaires. Alors, les Anglais disent go big or go home. Il y a un peu de ça, quoi. C'est je prends de l'argent externe pour essayer d'aller atteindre l'ambition maximale avec ce projet. Et si je prends cet argent et qu'en fait je reste à des niveaux d'ambition assez faibles et je me préoccupe plus de la rentabilité, etc., pendant un certain temps, sûrement j'aurais mal utilisé cet argent. C'est plus, encore une fois, je rejoins le sujet du kérosène ou je sais pas ce qu'on met dans les réacteurs des fusées, mais c'est fait pour ça. C'est fait pour aller très très vite du point A au point B, quitte à prendre le mur au milieu ou à exploser dès le décollage. Tout le monde sait quel jeu il joue dans cette industrie, donc il y a une logique à se poser cette question. Ça, c'est la première. Et la deuxième, pour ceux qui veulent le faire, moi je résume souvent ça en termes de professionnalisme. Il y a un professionnalisme associé au fait d'être dirigeant d'une start-up qui lève des fonds, qui se met un peu dans cet engrenage, qui est une trajectoire assez spécifique. Je trouve qu'il y a un professionnalisme associé qui consiste à bien comprendre justement comment ça marche, à bien comprendre quel est le métier de ces fonds, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, sur quoi ils peuvent être utiles ou inutiles, ce qu'il faut attendre d'eux, ce qu'il faut pas attendre d'eux. Et puis en tant que dirigeant, de comprendre aussi cette mécanique de qu'est-ce qui se passe quand je vais aller voir ces fonds, de quelle manière je dois moi leur parler, pas les confondre avec des clients, pas les confondre avec une banque, pas les confondre avec du crowdfunding ou je ne sais quoi, pour que ça soit efficace, que eux perdent pas leur temps, ce qui est le plus important, c'est eux qui créent de la valeur, et que nous, on soit utile.
Donc, je le résume sous ce côté professionnalisme, mais en fait, sous ce côté professionnalisme, il y a beaucoup de choses qui sont associées. Et souvent, je fais la métaphore c'est pareil que, en école, tout le monde cherche des stages. Et puis, dans une classe, il y aura toujours, ceux qui, s'y prennent 2-3 jours avant ou un mois avant, qui vont voir tout et n'importe qui spamment tout le monde avec leur CV, leur lettre de motif, ou, enfin, je sais pas si on fait encore ça, mais, cette approche très, on verra bien. Et puis, il y en a toujours un ou deux dans une classe qui sont très intentionnels, qui savent exactement là où ils vont aller travailler et qui auront tout un plan d'avance. Ils vont s'y prendre limite dès le début de l'année. Ils vont avoir plusieurs phases. Ils vont aller voir d'abord ils vont toujours être très préparés pour chaque entretien. Ils vont aller voir d'abord des entreprises chez qui ils n'ont pas forcément très envie de travailler, mais ce qu'ils veulent, c'est s'entraîner à l'entretien d'embauche. Et puis, au fur et à mesure, ils vont arriver sur des boîtes chez qui ils veulent vraiment aller. Ils sont préparés. Ils savent quelles vont être les questions. Ils connaissent toutes les objections. Et ils sont efficaces et ils atteignent leurs objectifs. Et c'est ça que je veux dire par professionnalisme, c'est de la préparation, c'est de comprendre dans quoi on met les pieds. Depuis que tu travailles dans le milieu du VC, est-ce que toi, tu as un souvenir ou une anecdote sur une situation amusante ou insolite que tu as vécue Insolite tous les jours, lié à ce que je viens de dire. Il y a parfois des aberrations, des anomalies qui peuvent être comiques, de gens qui, parce qu'ils ont lu effectivement dans la presse ou quoi que un tel avait levé des fonds et que ça lui avait servi. Des fois, on reçoit des choses qui sont totalement inadaptées, et avec des gens qui vraiment ne se sont absolument pas posé la question. Donc ça, c'est toujours un peu insolite. Ça a un côté un peu triste et en même temps, c'est pas très grave. Parce que j'ose espérer qu'ils se rendent vite compte qu'ils sont pas du tout en train de faire ce qu'il faut et donc ils arrêtent assez vite. C'est beaucoup plus triste quand c'est un peu plus flou et que les gens ils passent des mois et des années et qu'ils n'y arrivent pas, et là voilà, ça c'est malheureusement beaucoup plus triste. Donc ça c'est insolite, et ça peut être amusant. Après non, je pense que c'est surtout énormément de joie quand nous on est toujours un peu sur le strapontin, mais quand on voit que on a été une petite pierre à l'édifice de quelque chose qui marche super bien, avec des employés heureux, avec des boîtes qui grossissent, qui embauchent, qui délivrent, les clients sont contents, les employés sont contents, les dirigeants sont contents, les investisseurs sont contents. Ça fait toujours plaisir d'être une petite pierre dans ces édifices-là, donc c'est vrai que c'est assez intense émotionnellement. Comment tu vois le futur pour les fonds d'investissement dans les 3 à 5 prochaines années? Je pense que ça va beaucoup changer là dans les 2 prochaines années, surtout en France, qui est un écosystème un peu particulier, qui est difficile à comparer avec d'autres écosystèmes plus américains, en particulier SF et New York de plus en plus aussi, mais puis d'autres écosystèmes dans le monde qui sont beaucoup plus entrepreneuriales, j'ai envie de dire. En France, on a un historique dans le monde du capitalisme où c'est beaucoup d'anciens banquiers, beaucoup de choses issues de la banque aussi, ou même de filiales de banque, etc. À l'époque, il y avait beaucoup de fonds fiscaux qui étaient plutôt des outils ISF que des outils d'investissement. Je pense qu'il y a déjà eu pas mal de changements dans les 10 dernières années, avec justement la modernisation de ces investisseurs. Les sujets sur lesquels on investit ont changé, donc ça a aussi amené des gens qui sont plus experts, qui sont plus préparés, moins généralistes, moins on verra ce qui tombe. Et je pense que ça va continuer là avec plusieurs macro-trends qui sont importants. Les sujets sociétaux, le climat, la santé, etc., qui va orienter l'innovation, parce que les talents s'orientent vers ça, donc l'innovation s'oriente vers ça, et les sujets importants vont être là-dessus. Et puis, le forme de ménage. Dans les périodes précédentes, on donnait naissance à beaucoup d'acteurs sans différenciateur, sans vraiment raison d'exister. Il est possible qu'il y ait des gens qui disparaissent au profit de gens plus spécialisés. Merci beaucoup, Romain Vidal, cofondateur de Team Impact Ventures. Voici les 3 points à retenir de cet épisode. Le premier, c'est qu'on est heureux dans la vie quand on s'attaque à des faces nord, c'est-à-dire quand on a des grandes ambitions. Le second, c'est des punchlines. Je vous les cite les unes après les autres. No risk, no reward. Garbage in, garbage out. Et
la meilleure, les fonds d'investissement ne sont pas de simples chéquiers. Et enfin, le troisième point, c'est qu'avant de lever des fonds, posez-vous la question de savoir si vous en avez vraiment besoin. Qu'est-ce que vous allez faire avec et avec qui vous allez les lever. D'ailleurs, commencez par vous entraîner avec des fonds qui vous intéressent un petit peu moins pour être parfaitement prêt lorsque vous rencontrerez les fonds avec lesquels vous avez vraiment envie de travailler. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.